Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en deux parties avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français avec TV5 Monde. Dans un instant, je vais vous présenter le JT des territoires, puis le Club de la presse et puis après la météo de 8h. Notre invité politique en direct sur ce plateau, c'est Nadine Morano ce matin, la députée européenne, ancienne ministre qui sera là. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Ce journal avec des chiffres impressionnants. La cigarette tue et les mégots polluent. Mi-juin, la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, a évoqué ce problème et convoqué les industriels du tabac pour évoquer leur responsabilité dans cette pollution. Car selon le ministère, 30 milliards de mégots seraient jetés en France chaque année, dont 40% dans la nature. À Bourg-Blanc, une entreprise unique en France collecte ces déchets pour les transformer. Un reportage d'Aline Després de Julie Sicot pour TBO. Ce tabouret est bien plus spécial qu'il n'y paraît. Le socle est composé à 100% de cigarettes. L'idée de l'entreprise Mégot, transformer les déchets de cigarettes en tabourets, porte-crayon ou encore porte-téléphone. Elle les donne ensuite aux entreprises où les mégots ont été collectés. Donc notre métier, c'est pas uniquement de transformer une matière, c'est aussi d'amener les mentalités à évoluer positivement. Le problème actuellement, c'est qu'il manque considérablement d'une part des points de tri, mais d'autre part, il faut que le fumeur se sensibilise, se donne les moyens d'aller jusqu'au point de tri. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai rôle de prévention et de sensibilisation auprès des fumeurs. Pour transformer totalement ce déchet, les étapes sont nombreuses. Il faut d'abord les collecter, puis les trier. Enlever plastique et chewing-gum et ne garder que les mégots. Ensuite, il y a le broyage, puis la dépollution dans l'eau, le séchage et enfin l'assemblage. Pour Mégot, la démarche est surtout écologique. On ne s'imaginait pas le pouvoir de pollution d'un seul mégot. C'est vrai qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et ça a mis une douzaine d'années à se décomposer complètement. On est non-fumeurs, donc en fait, on n'était pas aussi sensibilisés que ça. En 2017, l'entreprise Mégot a recyclé 4 tonnes de déchets de cigarettes. En 2018, c'est 8 tonnes qu'elle espère recycler. L'objectif, c'est donc de développer les centres de tri en France et dans le monde. Et ainsi, pouvoir donner une seconde vie aux cigarettes. C'est un vrai débat dans les territoires. Pour assurer la sécurité, beaucoup de villes ont recours au système de vidéosurveillance. Certaines vont plus loin en équipant leur police municipale de caméras embarquées. C'est le cas par exemple à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Convaincu de leur utilité, le maire de la commune a même décidé de braver une interdiction du ministère de l'Intérieur. Les détails dans ce reportage de Cédric Dandeville pour Via Grand Paris. C'est une arme de dissuasion qui semble avoir trouvé sa place dans l'arsenal de la police municipale, la caméra mobile. Pas toujours bien accueillie par les agents, elle est là pour capter toutes leurs interventions sur le terrain. Objectif, réduire le nombre de contestations ou d'accusations de la part des citoyens. Il y a des personnes, par exemple, des fois qui sont verbalisées en stationnement gênant, qui vont vous dire que non, c'est pas vrai, ma voiture n'était pas garée là. Et justement, le bienfait de la caméra et de la verbalisation électronique, il y a des photos, on peut filmer, prendre en photo, donc ce qui atteste de l'infraction. À l'instar de 390 autres communes de France, Neuilly-Plaisance a commencé à équiper sa police municipale de caméras embarquées il y a 2 ans dans le cadre d'une expérimentation nationale. Oui, mais voilà, cette phase d'autorisation légale a pris fin début juin. Incompréhensible pour le maire de la ville. Face à un bilan jugé positif, il refuse d'abandonner le dispositif. Conclusion, ces agents continuent de porter les caméras sans être non plus devenus des hors-la-loi. On ne peut pas filmer, et c'est ça qui est surréaliste, mais on peut continuer à porter les caméras. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de cette espèce d'ambiguïté lorsqu'il s'agit de mettre des radars pour récupérer de l'argent.
Là, il n'y a pas de problème de décret ni quoi que ce soit, c'est immédiat, les radars sont déposés, il n'y a pas de difficulté. Avec la caméra des polices municipales, il n'y a pas de recettes supplémentaires à faire. Donc on a passé ça au second plan. Pour faire entendre son message, l'élu a écrit directement au ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a quelques jours, une proposition de loi visant à pérenniser le port des caméras par les polices municipales a été débattue au Sénat. Les énergies positives font leurs entrées dans nos vies. Après 4 ans de travail, le tout premier parc photovoltaïque en financement participatif est né à Luc-sur-Aude, une première en France. Ce village de 240 habitants est désormais quasiment autonome en énergie électrique grâce aux 1500 m² de panneaux solaires financés par 287 citoyens à hauteur de 270 000 €. La région Occitanie a également aidé au projet à hauteur de 100 000 €, un financement qui intervient dans l'objectif de devenir la première région à énergie positive. Alexis Martinez pour Via Occitanie. Dans ce village de 240 habitants, un parc photovoltaïque d'un nouveau genre est sorti de terre il y a quelques mois, l'un des tout premiers en France. Une installation cofinancée par 287 citoyens. Ce couple venu du Gers a participé au financement à hauteur de 2 000 €. Ils viennent aujourd'hui découvrir l'installation. Nous sommes un peu concernés par la planète. C'est notre petit geste en devenant actionnaire de ce parc solaire. Les crowdfunding, c'est l'avenir, je pense, pour les petites entreprises. Ce parc photovoltaïque est une affaire collective. Ces investisseurs réunis pour l'inauguration du parc espèrent que d'autres projets de ce type voient le jour. On espère qu'il y a plein de villages qui vont suivre l'exemple, disons, parce que c'est un bon exemple quand même. Ça fait du bien de se dire qu'on peut être utile sur un projet voisin. Pourquoi sur ce projet? Parce qu'il est pertinent, à mon avis. Il est local, géré par les gens qui s'y investissent. En 2014, la région lance un appel à projet et sélectionne celui de Luc-sur-Aude. Une fierté pour le maire. On avait fait quand même le pari que ça marcherait, mais je ne pensais pas que ça aurait marché aussi vite et aussi bien. Et c'est vrai que le soir où on a ouvert la souscription, quand j'ai vu sur la place de la mairie qu'il y avait une queue qui se formait, je me suis dit là c'est gagné. La région Occitanie a également participé au financement de ce parc dans le cadre de son objectif de devenir la première région à énergie positive. Il faut que des projets comme Luc-sur-Aude se démultiplient. Nous en avons déjà aidé 45. Nous devons d'ici les 3 prochaines années en aider une centaine. C'est ce que nous avons prévu. Un nouvel appel à projet va être présenté par la région dans les prochains mois afin de poursuivre dans cette volonté de transition énergétique. On part pour la Lorraine maintenant dans ce JT avec une exposition hors les murs du musée lorrain depuis sa fermeture. Des œuvres maîtresses qui retracent l'histoire du duché de Lorraine sont exposées dans la plus ancienne église nancéenne. Anne-Sophie Pierson pour Mirabel TV s'y est rendue pour nous. Les gestes sont minutieux, presque une caresse, sur cette sculpture vieille de plus de 500 ans. Pour la première fois, elle déménage dans la chapelle des Cordeliers, une installation délicate, il faut consolider et recoller les divers éléments au millimètre près. Car cette mise au tombeau est une pièce exceptionnelle, jusque-là exposée dans l'ancien palais ducal, un exemple très rare de l'art religieux lorrain. C'est une iconographie qu'on ne connaît qu'en Lorraine et encore à 2 occurrences seulement. Donc c'est vraiment extrêmement rare, mais la thématique de la Passion du Christ est particulièrement importante dans les productions du XVIe siècle en Lorraine. Sculptures, tableaux, bas-reliefs, une trentaine d'œuvres maîtresses sont ainsi installées dans la plus ancienne église de Nancy, alors que le palais ducal vient de fermer ses portes pour travaux de rénovation. Si certaines pièces y sont exposées pour la première fois, d'autres retrouvent les murs de la chapelle après restauration, mais toutes évoquent l'histoire de la Lorraine. Ce nouvel accrochage va permettre de retracer 5 siècles d'histoire lorraine, d'évoquer de nombreux bâtiments de la région qui ont disparu ou qui existent toujours et dont proviennent l'ensemble des œuvres qui sont présentées dans l'église. Et pour parler de l'histoire nancéenne, les visiteurs pourront redécouvrir la maquette de la ville en 1611 et se plonger dans ses ruelles à l'aide d'écrans tactiles. Autre manière de découvrir Nancy au XVIIe siècle, grâce à ce tableau du peintre lorrain Raymond Constant.
Il nous montre la ville de Nancy en 1610 sous la protection de Saint-Sébastien et de Saint-Roch qui correspondent aux deux paroisses de la ville de Nancy. Et on a cette représentation de la ville où on reconnaît la porte de la Craffe, donc la porte d'accès principale au Moyen-Âge, et puis les remparts de la ville qu'on voit très bien sur ce tableau. Mais la pièce maîtresse de l'exposition, c'est cette sculpture du XIIe siècle, le retour du croisé, représentant le comte Hugues de Vaudémont et sa femme Adélaïde. Un couple qui s'enlace, donc elle a cette représentation du sentiment qui est assez rare dans la sculpture médiévale. L'exposition Nancy, capitale des ducs de Lorraine, est à découvrir dès le 15 juin prochain. Une visite un peu particulière le week-end dernier dans les Vosges, celle de Mathieu Ricard, le moine bouddhiste qui a lancé les sentiers de la photo au Haut du Thau, le village le plus haut du département situé entre Vagney et Sapois. Rendez-vous désormais traditionnel des amoureux de la photo. Ils accueillent entre 10 000 et 25 000 visiteurs. On part pour cette cérémonie bouddhiste avec Anthony Sapp pour Vosges Télévisions. Le village le plus haut du département, le Haut du Thau, entre Vagney et Sapois, rendez-vous désormais traditionnel des amoureux de la photo avec les sentiers de la photo. 10 000 visiteurs en 2016, 25 000 en 2017 et une nouvelle saison officiellement lancée ce samedi par une cérémonie bouddhiste. Précisons tout de même que cette troisième édition porte son regard sur le Tibet avec ce thème du toit des Vosges au toit du monde. Alors le principe, vous le connaissez sans doute. De juin à novembre, les jardins de Bernadette, producteurs de plantes aromatiques, accueillent une grande exposition photo à ciel ouvert et en pleine nature. On peut y découvrir cette année les œuvres de 4 amoureux du Tibet, le Vosgien Vincent Munier, mais également Caroline Rigel, Frédéric Lemallet et Mathieu Ricard, par ailleurs auteur de livres, traducteur, docteur en génétique cellulaire et moine bouddhiste. Il vit dans la région de l'Himalaya où il s'est installé il y a plus de 40 ans. La photo, pour lui comme pour les 3 autres, c'est avant tout l'occasion de partager une aventure. Si vous voyez un magnifique paysage dans l'Himalaya, vous rencontrez un maître spirituel d'une grande compassion et grande sagesse, c'est vrai que c'est un peu bête si vous êtes le seul à le voir. Et, alors on ne peut pas faire venir tout le monde, mais on peut leur apporter ces images pour leur offrir à leurs yeux. Et c'est une forme de partage à la fois spirituel, de beauté, d'inspiration, de réflexion. Le Tibet, pour nous, forcément, c'est quelque chose de particulier parce qu'on y a laissé un peu de notre âme, notre cœur et beaucoup de notre temps aussi, forcément. Donc, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi des occasions extraordinaires de s'inspirer. La photographie, c'est ça, on partage des émotions, on est souvent seul, c'est une passion un peu égoïste, et par le biais de l'image, on essaye, c'est prétentieux, hein, on tente en tout cas de retranscrire ces émotions, essayer de les partager. Oui, c'est du partage, c'est du partage. C'est dur d'expliquer. J'aime le son, j'aime les odeurs, j'aime les petits rituels, j'aime les couleurs, tout. Histoire d'amour, on aime tout, même leur odeur de pied. Quand on aime tout, quoi. C'est pas ça j'aime et ça j'aime pas. C'est on aime ou on n'aime pas. Et moi j'aime. Et sachez que les sentiers de la photo sur 3 km avec plus de 130 œuvres grand format sont ouverts au public en permanence jusqu'aux premières neiges. Direction donc les jardins de Bernadette au Haut du Thau. Voilà, le JT des territoires continue. À 8h, on reçoit Nadine Morano, la députée européenne, sur ce plateau. Mais tout de suite, c'est la une de la presse quotidienne régionale. On regarde ces unes ensemble, là, tout de suite. Avec une internationale et Libération Champagne qui titre sur Donald Trump qui enferme les enfants de migrants pour enrayer l'immigration illégale en provenance du Mexique. Le président américain a décidé de séparer plus de 2300 enfants de migrants sans papier et de leurs parents et surtout de les faire enfermer. C'est à la une de Libération Champagne évidemment. Pour la Dépêche, c'est la grève de la SNCF. Stop ou encore ce matin. Il n'y aura pas de grève unitaire des cheminots cet été. L'UNSA a décidé de sortir du mouvement. La CFDT s'interroge. La CGT et Sud, vous le savez, continue le combat. La Dépêche fait le point aujourd'hui. Pour la République des Pyrénées, les 80 km/h à la une. La Bigorre ronge son frein. Les Hautes-Pyrénées se préparent à abaisser la limite de vitesse d'une grande partie de leur route à 80 km/h. Mais le président du conseil départemental ne cache pas son agacement par rapport à une mesure venue d'en haut.
dans la nouvelle République des Pyrénées aujourd'hui. Pour Ouest France, l'aide au logement encore grignotée et la Fondation Abbé Pierre qui estime que le manque à gagner à 4 € par mois pour les allocataires est terrible. Et c'est à la une de Ouest France. Pour le Berry républicain, c'est le décryptage de l'aide sociale dans le Cher qui fait débat, des éléments de réponse pour mieux comprendre les enjeux de ce débat alors que le gouvernement étudie l'opportunité de réformer les aides sociales. Décryptage de l'aide sociale dans le Cher pour le Berry républicain aujourd'hui. Pour l'Union de Reims, c'est inégaux devant le prix de l'eau. Le département d'une ville à l'autre, le prix de l'eau peut varier considérablement et l'Union explique pourquoi ce matin. Si vous habitez dans la région de Reims, c'est intéressant de lire cette enquête. Et puis pour la République des Pyrénées, Bayrou pèse-t-il encore à Paris ? Il y a tout juste un an, François Bayrou démissionnait de son poste de ministre de la Justice. Vous savez, il est maire de Pau aujourd'hui et il veille toujours à conserver une certaine influence, dit la République des Pyrénées, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Une enquête intéressante aujourd'hui dans la République des Pyrénées sur la place de François Bayrou dans le système politique français aujourd'hui. Pour le Télégramme, ce que les Bretons attendent de la visite d'Emmanuel Macron, qui sera ce mercredi et ce jeudi en Bretagne. Une visite présidentielle très attendue par de nombreux responsables politiques et économiques bretons, qui espèrent des annonces sur la LGV, la politique agricole commune, les langues régionales aussi. Et nous en parlerons demain matin avec Hubert Coudurier, le patron, le directeur de l'information du Télégramme, qui sera sur ce plateau et qui nous relatera la visite d'Emmanuel Macron en Bretagne, qui commence aujourd'hui. Voilà, Club de la Presse ce matin avec Jean-Louis Picot. Bonjour Jean-Louis. Vous dirigez le supplément éco du Parisien. Et le Parisien, il ne faut pas l'oublier, c'est un des journaux de la presse quotidienne régionale. Voilà. Et les deux. Vous faites les deux. Et Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour. Bonjour Guillaume. Avec vous, on va démarrer sur le statut de la fonction publique. En une nuit, en 4 minutes, des choses peuvent changer dans ce statut. Oui, alors c'est un séisme dans la fonction publique. 3 amendements déposés par le gouvernement. Voilà, il y a en gros 10 000 postes de cadres supérieurs de la fonction publique qui sont ouverts maintenant à tous. Je peux postuler moi ou pas vraiment ? Bien sûr. Attendez que la loi soit définitivement votée. C'était un amendement, mais si elle passe telle qu'elle... Hein, Jean-Louis Picot est intéressé, vous avez vu, il sourit. Peut-être. Jean-Louis Picot sera si Cyril me laisse la place, probablement admis assez rapidement. Vous-même, je ne sais pas. Mais cela dit, ça change énormément. Une révolution, vous écrivez. C'est une révolution. Vous ouvrez à 10 000 postes de cadres supérieurs. Globalement, ça concerne surtout les collectivités. Jusqu'à présent, il y avait déjà des contractuels, des gens qui n'étaient pas sous statut, qui n'étaient pas fonctionnaires. Mais c'était quand même bien cadré, c'était quand même limité. Mais là, c'est ouvert à tous. Et ça, je veux dire que les syndicats, c'est-à-dire que les associations de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, ne s'y attendaient pas du tout. C'est passé en pleine nuit. Le gouvernement dépose 3 amendements. Ils ont été votés. On verra s'ils le seront définitivement, si ça restera jusqu'au bout de la loi. Enfin, c'est un changement, si vous voulez, majeur. C'est une voie vers la disparition d'une forme de statut. Moi, je pense que, si vous voulez, ils ont attaqué par la tête, si vous voulez, par le plus haut niveau. Donc voilà, en disant, pour cela, ce sera possible. Et puis que ça va descendre petit à petit. Si vous commencez par le bas, si vous voulez, par les populations les plus nombreuses des catégories, vous risquez de créer potentiellement un trouble social plus important, quoi. Mais commencer par la tête, c'est-à-dire injecter, si vous voulez, du privé dans le public, parce que c'est à ça que ça va revenir, là, ça crée un véritable changement au plus haut niveau. Vous savez que les Français sont sensibles à certaines dispositions de tout cela, notamment les postes pour l'hospitalière. Et j'ai vu dans votre article donc, ce matin que ça concernait quand même 2685 postes pour l'État hospitalière. Alors, c'est pas non plus sans conséquence, parce que c'est pas, si vous voulez, les postes sont ouverts, mais il y a quand même des compétences à acquérir pour exercer ces postes. Domaines-là. Dans l'hospitalière, voilà, il y a une école nationale pour la fonction publique hospitalière. Donc, effectivement, ça pose des soucis. Il y a de même une école nationale qui forme les hauts cadres de la fonction publique territoriale. Je parle pas de l'État, où on connaît tous l'ENA et d'autres écoles. Donc, si vous voulez, ce qu'on fait rentrer dans ce système, ce sont des gens qui ne sont pas spécifiquement formés pour ça. Et ce qui est intéressant, à mon avis, dans le macronisme, dans l'idée du macronisme, dans l'idéologie, c'est de faire rentrer des gens du privé dans le public. Voilà, c'est élargir le périmètre, là où on va choisir les gens. Avec, à mon avis, l'idée derrière de faire changer
totalement le fonctionnement et même la façon de penser. Jean-Louis Picot. C'est exactement ce que disait Guillaume à l'instant, c'est la patte Macron, c'est-à-dire de décloisonner, d'ouvrir. Donc là, on parle de la fonction publique, mais on l'a bien vu au niveau gouvernemental, mettre du privé, mettre des gens avec des profils un peu différents, à différents postes, parce que ces gens-là peuvent apporter une expérience, une autre approche des choses. Après, pour ce qui est de la fonction publique, bon, effectivement, ça m'avait échappé cette nouveauté, mais à voir. Mais c'est sûr que c'est là aussi, encore une fois, une marque d'Emmanuel Macron. L'association des maires de France se mobilise dans cette affaire. Alors, elle a réagi par la voix de Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux lui-même, et un des patrons de cette association. Donc lui, évidemment, il est contre. Alors, il y a plusieurs sujets derrière, si vous voulez. C'est d'abord, est-ce que ça coûte moins cher de recruter des gens qui ne sont pas des fonctionnaires? Vous avez la réponse? La réponse, c'est non, ça coûte en général plus cher. Il négocie beaucoup plus. Oui, la fonction publique, c'est très encadré, le niveau de revenu. Et en échange d'un emploi garanti, ça dépend évidemment du poste que vous avez, en échange d'un emploi plus ou moins garanti, vous avez quand même un salaire plus bas. Effectivement. Deuxièmement, il peut y avoir des allers-retours constants entre le privé et le public qui peuvent poser des problèmes, si vous voulez, en termes de conflit d'intérêts. Déontologie. Vous recrutez quelqu'un qui a travaillé pour une boîte privée. Quelle attitude il va avoir dans ses nouvelles fonctions publiques envers cette entreprise privée? Sachez qu'elles sont extrêmement puissantes dans un tas de domaines. C'est également vrai pour la sécurité, n'est-ce pas? Absolument. 4 minutes pour ouvrir une brèche dans le statut de la fonction publique, dans la Gazette des communes, des départements et des régions que vous dirigez. Guillaume Doyen, Jean-Louis Picot, avec vous ce matin, nous allons parler du prix du maître d'apprentissage dont vous avez remis les prix hier soir. Absolument, avec mon camarade des Échos, Arnaud Le Gall. Voilà maintenant 3 ans que le Parisien est partenaire de ce prix qui tend à mettre en avant des maîtres d'apprentissage qui accompagnent des jeunes, qui les forment, qui les conduisent à un statut de salarié, d'entrepreneur. Incontournable, maître d'apprentissage. Oui, parce que voilà des gens qui sont sur le terrain toute l'année, comme je le disais, qui forment, qui conduisent à l'emploi, parce qu'il faut voir que quand vous êtes apprenti à la sortie, dans 80% des cas, peut-être même un peu plus, vous avez un emploi. Souvent, vous avez un emploi dans la boîte qui vous a formé, donc ce sont des gens qui méritent complètement d'être mis en avant. Et c'est l'un des problèmes aujourd'hui que l'on a avec l'apprentissage, c'est une question d'image. C'est-à-dire que ça fait un peu ringard, c'est des solutions par défaut, c'est des métiers non qualifiés. Tout ça n'est pas vrai. Tout ça n'est pas vrai. Il y a des qualifications parmi toutes ces filières-là, que ça soit du bac, du BTS, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'activités. On l'a bien vu hier, où vous avez des traditionnels, bien sûr, boulangers, chocolatiers, mais aussi des gens qui font des vêtements personnalisés avec des écussons. Non, il y en a un qui est chocolatier à New York, l'autre boulanger à Sydney, un autre à Dubaï. Il y a des perspectives de vie absolument passionnantes. Il y a un prix de la mobilité sur ces maîtres d'apprentissage. Et il y a justement, je crois que c'est le chocolatier, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui a formé des gens dans une petite ville de Seine-Maritime, 750 habitants, je crois. Il a formé une dizaine d'apprentis ces dernières années, dont certains sont maintenant effectivement à New York, un peu partout dans le monde, et qui portent fièrement le savoir-faire français. Voilà. Justement, vous parlez du savoir-faire français, ça fait partie du best of France, du meilleur de la France, ça, d'exporter ces métiers-là qui sont parfois, j'allais dire, pas oubliés dans certains pays, mais qui, ici, en tout cas de l'extérieur, conservent un certain prestige. De l'extérieur, c'est ça. Tout à fait. En plus, là, on parle d'alimentaire, donc on garde quand même une image très très forte à l'étranger. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un créneau là-dessus. Après, le problème que l'on a, c'est trouver des bras, des gens dans ces filières-là. Trouver, bien sûr, des maîtres d'apprentissage, mais ça, il y en a. Les chambres de métiers qui organisent ce prix, justement, maille un petit peu le terrain pour qu'il y ait des gens qui soient des relais. Après, il y a malgré tout le côté un peu plus sombre, c'est que on n'arrive pas à décoller sur l'apprentissage en France. J'allais vous dire, on en parle depuis longtemps. Je pense qu'Édith Cresson, Premier ministre, en avait déjà fait un de ses thèmes favoris de communication à l'époque. Et Lionel Jospin aussi, on s'en rappelle. Ça fait très longtemps qu'on est à 400 000 apprentis en France et qu'on n'arrive pas à décoller, alors que vous avez des pays qui ont fait leur révolution
solutions, mais avec l'aide des entreprises. Lesquelles, par exemple, ça passe, l'Allemagne, par exemple, où il y a justement une sorte de dynamique avec les entreprises qui est plus forte que chez nous, où on a l'impression que ce sont un peu des blocs, les blocs institutionnels, les blocs des entreprises, les blocs des jeunes. Alors là, il y a des choses qui sont lancées, puisque pas plus tard que hier à l'Assemblée, il y a une partie justement de toutes les réformes concernant le travail qui a été votée, dont l'apprentissage fait partie. Il y avait justement Muriel Pénicaud qui était là hier soir pour remettre les prix. Et donc, il y a des choses qui vont être faites. Ils élargissent la tranche d'âge jusqu'à 30 ans, puisque c'était jusqu'à présent jusqu'à 24. Ils assouplissent le temps de travail, parce que c'est vrai que c'était l'un des problèmes dans les entreprises, c'est quand vous employez des jeunes, il y avait des choses qui étaient tellement rigides que vous ne pouviez pas dépasser un certain nombre d'heures. Alors tout ça, bien sûr, doit être encadré, mais il y a quand même des choses qui évoluent, et puis des plateformes pour mettre en relation les jeunes qui cherchent et les employeurs qui cherchent. Parce Très que, important, ça. paradoxalement, vous avez des jeunes qui cherchent, qui ne trouvent pas, et vous avez des employeurs qui cherchent aussi et qui ne trouvent pas. Et ces gens-là ne se trouvent pas toujours. Et quand ils se trouvent, parfois, la réglementation ne leur permet pas de signer ensemble. Donc il faut absolument faire évoluer tout ça et mettre de la souplesse dans tout le système. Alors les présidents de région veulent absolument conserver, Hervé Morin était sur ce plateau il y a quelques semaines, veulent absolument conserver la main, j'allais dire. Sur Alors, ils protestent vivement, ils ont des inquiétudes sur l'avenir d'un certain nombre de leurs centres de formation à cause de la réforme de l'apprentissage. Ils estiment qu'ils vont perdre la main et sans doute devoir en fermer. On verra ce qui va se passer effectivement. Ce que je retiens plutôt de ce que dit Jean-Louis en l'occurrence, c'est que dans les métiers les plus prestigieux à l'étranger que nous pouvons exercer en France, certains sont encore regardés de haut par d'autres, ce qui est une aberration la plus totale. Comme dans les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie, par exemple. On voit bien quand on voyage. Avec un savoir-faire français absolument extraordinaire. Et juste pour dire un mot sur les régions, en fait, l'objectif, c'est d'être en prise avec le terrain, justement, et d'être le plus réaliste possible par rapport, bien sûr, aux possibilités de développement et d'emploi à terme, d'où cette bataille qui a eu lieu, effectivement, entre les régions qui vont perdre vraisemblablement, enfin c'est même sûr maintenant, du pouvoir par rapport aux branches professionnelles pour juger justement quels sont les secteurs qui doivent être mis en avant. Passionnant, les incontournables maîtres d'apprentissage, on doit pouvoir retrouver cet article sur le parisien.fr. Sur le site internet, bien sûr, du Parisien.fr, bien sûr. Et vous avez remis les prix hier soir des maîtres de l'apprentissage, 1 200 € quand même pour chacun. Oui, puisque il y a une aide qui est accordée par la Chambre de métier et Garance Mutuelle qui est l'un des co-organisateurs du prix. Très bonne initiative donc du Parisien, Jean-Louis Picot qui dirige le supplément éco de ce journal et Guillaume Doyen qui est l'ancien patron lui des éditions régionales locales du Parisien et qui dirige la Gazette des communes maintenant. La météo des territoires maintenant, le temps qu'il fait en France, vous allez voir ça s'améliore vraiment partout, commencer par les départements français de l'outre-mer. À 8h, dans quelques minutes, c'est Nadine Morano qui sera sur ce plateau comme invité politique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.